Nous sommes à la distillerie Bleu Provence à Nyons, en Drôme provençal, en compagnie de son dirigeant, gérant, fondateur, propriétaire, Philippe Sauguel. Bonjour, Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous de venir jusqu'à la distillerie. Oui, c'était une envie aussi de présenter votre activité, votre passion aussi, je pense. Peut-être vous en entendre parler. En tout cas, ce sont des métiers, je pense qu'il est préférable de faire avec passion, mais comme pas mal de métiers, à partir du moment où on est en lien avec l'agriculture, parce que c'est quand même ça un petit peu la base. Oui. Donc il y a ce lien avec la terre, ce lien avec les plantes, et puis ensuite avec les produits obtenus par la distillation, par l'extraction. Alors, distillerie Bleu Provence, ça a une image assez forte qui est la lavande. La lavande, lavandin, toutes les déclinaisons que l'on peut trouver autour de cette plante d'ailleurs qui a une odeur encore là actuellement quand on fait l'interview qui sent énormément bon et qui n'est pas forcément fraîche. Non, ça c'était un peu de lavande sauvage qu'on avait récolté l'été dernier. Puis on en a gardé un bourras là pour la déco. Et puis c'est vrai que là, en la manipulant tout de suite, le parfum forcément a un peu changé, un peu évolué, mais il reste quand même cette note très caractéristique de la lavande sauvage, et c'est un bonheur. Donc oui, pour revenir à Bleu Provence, en fait au départ, le nom, on a été obligé de le chercher. Alors bon, vous allez me dire, Bleu Provence, vous n'êtes pas trop cassé la tête, c'est vrai. Mais en fait, la distillerie avait un autre nom, mais cet autre nom, on ne pouvait pas le garder. Sinon, je pense qu'au départ, on l'aurait gardé, parce que voilà, quelque chose qui existait. La distillerie, elle a été construite en 1939, donc nous, on l'a repris en 1994. Donc je pense qu'on aurait gardé le nom, mais comme on n'a pas pu, on est parti sur quelque chose qui nous paraissait logique. Et ce qui est très très drôle, d'ailleurs, on a failli changer de nom à un moment donné, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je pense, beaucoup de gens, mais même des gens qui nous connaissent, qui viennent nous voir, vous leur dites, et la distillerie c'est Bleu Lavande. Et ils ne vous disent pas Bleu Provence. Il y a plein de gens qui nous appellent, on va chez Bleu Lavande, on va à la distillerie Bleu Lavande. Bon. Et un jour, c'est vrai que je m'étais dit, on devrait s'appeler Bleu Lavande, ça serait plus simple. Mais ça serait trop simple, voilà. Donc Bleu Provence, c'est très bien. Quel est le rapport que vous avez avec la lavande? Est-ce que vous avez grandi avec cet univers-là? Alors, on va être précis quand même pour les puristes, et puis pas que pour les puristes, on va être précis pour tout le monde. Il y a lavande et lavandin. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai grandi dans un univers plutôt lavandin, c'est-à-dire plutôt en plaine. Je suis né à Valréas, j'ai grandi à Saint-Pantaléon-les-Vignes, et je suis en train de finir ma vie à Nyons. Donc j'ai pas beaucoup bougé dans ma vie, mais je suis donc né plutôt à une altitude où on cultive le lavandin. Alors quelle est la différence exacte entre le lavandin et la lavande? Est-ce que c'est la fleur? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est la culture aussi? En fait, quand vous êtes ici, là, autour de Nyons, et plus largement, si vous partez vers le sud-ouest, le pied des Cévennes, j'allais dire, même si vous descendez sur l'Espagne, sur le Portugal, vous allez trouver une lavande qui pousse donc entre 100 mètres et 600-700 mètres, qui s'appelle la lavande aspic, qui est de la lavande, en fait, ce qu'on peut appeler aussi la lavande de plaine. Donc là, on est bien dans les lavandes avec un E. Et cette lavande aspic, qui est pour les botanistes la lavande à feuilles larges, lavandula latifolia, lati large, folia feuille. On la trouve donc à l'état spontané, là tout autour de Nyons. Elle se caractérise par le fait d'être assez haute, on peut faire jusqu'à 1 mètre de haut. Par contre, elle n'est pas très fournie, elle n'a pas beaucoup de brins, et la fleur n'est pas extrêmement développée. Elle a toujours par contre des ramifications, des épis secondaires. Et puis quand vous allez écraser la fleur entre vos doigts pour sentir le parfum, vous allez avoir une note de camphre très forte. Ça va vous monter dans le nez, et ça c'est vraiment caractéristique de la lavande aspic. Pour cette raison, le camphre, qui est donc assez fort, les parfumeurs par exemple ne l'utilisent pas, cette lavande-là. Par contre, elle va avoir un intérêt, notamment en l'intégrant dans une huile de massage, justement pour le côté camphre, qui va apporter un assouplissement au niveau musculaire. Oui.
L'aspic, elle est aussi incontournable si vous vous faites piquer par un moustique, une abeille, une guêpe, ou si vous vous brûlez. Elle a un côté vraiment régénérateur de la peau, cicatrisant, qui est très intéressant. Donc ça, c'est la lavande de plaine. Si vous allez dans les Alpes, donc on prend de l'altitude, on va démarrer vers 700 mètres, on va grimper jusqu'à 2500 mètres. Là, vous allez trouver ce qu'on appelle la lavande vraie. Donc ben voilà, celle-là, hein, facile, elle est à côté de moi. Donc la lavande vraie, là par contre, on est sur une plante qui, parce qu'elle est en altitude, et qu'en altitude il fait froid, il y a du vent, est beaucoup plus courte, à peu près 30 cm, n'a pas d'épi secondaire, a plutôt cette façon d'avoir ses fleurs posées comme ça, un peu en étage. Et elle, son petit nom latin, ça va être Lavandula angustifolia. Angusti c'est étroit, folia c'est toujours la feuille. Donc celle-là, c'est la feuille étroite. Alors cette lavande, quand ensuite on va la cultiver puis la distiller, c'est celle qui va donner l'huile essentielle qu'on appelle de lavande fine et qui même depuis une trentaine d'années, dans certains cas, quand les producteurs le souhaitent, peut obtenir une appellation d'origine protégée. Et dans le milieu de la production, on est extrêmement attaché à cette notion de ce qu'on appelle l'AOP, hein, l'appellation d'origine protégée, parce qu'elle va vraiment qualifier la qualité de cette huile essentielle de lavande fine qui est produite en altitude, dont le rendement est assez faible. Et pour nous, c'est vraiment la meilleure des lavandes. Voilà. Donc en gros, lavande de plaine, lavande de montagne. Quand vous êtes vers 700 mètres d'altitude, si vous prenez par exemple le plateau de Saint-Laurent, qui est juste au-dessus du petit village de Saint-Mé, dans les gorges de l'Aigle, là à côté de nous, à une demi-heure d'ici, si vous allez sur le plateau, à un moment donné, la petite route s'arrête, il y a un parking, et sur ce parking, il y a des panneaux qui vous expliquent que si vous faites 800 mètres à peu près, vous arrivez sur des falaises où, il y a quelques années, des colonies de vautours fauves ont été réintroduites. Et si vous faites un jour cette balade, ce que je vous recommande parce que le paysage est extraordinaire, il faut faire ça dès qu'il fait beau, en fin de journée, prendre le pique-nique et aller finir la journée là, sur ce paysage. Et en fait, quand vous marcherez entre la voiture et les vautours, les falaises, vous observez non pas ce qui est cultivé, pas les champs cultivés, mais vous allez observer ce qui pousse à l'état sauvage. Et à l'état sauvage, vous allez trouver donc de la lavande aspic qui est à son maximum en altitude et la lavande vraie, la Lavandula angustifolia, qui est à son minimum. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme elles cohabitent sur le même territoire et sur cette bande d'altitude, les abeilles qui passent par là vont les polliniser et vont créer un hybride, donc tout à fait naturel, qu'on appellera donc le lavandin. Voilà. Donc le lavandin, c'est juste l'hybride qui résulte du croisement entre la lavande de plaine et la lavande de montagne. Merci beaucoup pour ces précisions que je viens de découvrir en même temps. C'est très bien. Merci. Comment, d'où vient cette production donc, que vous utilisez pour différents dérivés que l'on peut retrouver d'ailleurs dans votre boutique. D'où viennent ces productions de lavande, de lavandin? Est-ce que ce sont des cultures qui vous appartiennent ou vous travaillez avec des producteurs? Non, moi je ne suis pas producteur. J'ai beaucoup d'amis à la production. Oui. Et donc quand j'ai un besoin de champ de lavande, un besoin de production, j'ai plein d'adresses où je peux aller, évidemment. Mais je ne suis pas producteur parce que être producteur, c'est un vrai métier et qu'on ne peut pas faire tous les métiers et que je fais déjà sûrement beaucoup trop de choses. Et que la production, il faut vraiment y être. C'est un suivi du quotidien. Surtout sur les plantes, c'est une attention du quotidien. Alors je ne dis pas qu'il faut y travailler tous les jours, c'est pas ça. Mais il faut être. La culture des plantes demande de l'attention. Donc voilà. Mais par contre, je travaille alors à la distillerie. En gros, il y a à peu près une soixantaine de producteurs des environs qui viennent distiller leurs plantes. Bien sûr les lavandes, mais aussi les thym, les sauges, les origans, un petit peu toute la palette aromatique provençale. Et puis ensuite, j'ai construit, parce que la distillerie existe maintenant depuis plus de 20 ans, donc j'ai fait partie de cette vague dans les années 2000 de distillateurs, négociants qui se sont intéressés notamment au marché d'huiles essentielles issues de l'agriculture biologique, le bio, comme on dit de manière plus rapide. Et en fait, peu à peu, j'ai construit un réseau de producteurs, aussi bien sur l'Ardèche que sur le plateau de Valençol, les Hautes-Alpes, évidemment le plateau d'Albion, le Vaucluse. Et ce réseau s'est construit progressivement, ce qui fait qu'en tout, je travaille à peu près avec une centaine de producteurs aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on a réussi aussi à développer l'entreprise, parce qu'à un moment donné, j'ai eu la chance finalement que la plupart des clients que j'ai eus au début, il y a une vingtaine d'années,
et tous grandis, se soient tous développés. Donc en fait, je les ai suivis, hein, ils m'ont entraîné avec eux et j'ai accompagné leur développement. Voilà. Combien y a-t-il de distilleries dans, dans le département, plutôt dans la région, j'ai envie de dire, puisqu'on est entre Drôme-Provençal et Vaucluse. C'est vrai qu'on est très limitrophe aussi du Vaucluse. Là, à la limite, c'est le président du syndicat des distillateurs de la Drôme qui va vous répondre en vous disant que dans la Drôme, en gros, il y a à peu près 25-26 distilleries. Après, au niveau national, puisque là aussi je représente les distillateurs, on est à peu près sur une petite centaine de distilleries. Donc vous êtes très peu nombreux en fait. Ah oui, non, mais ce sont des... production aussi. Bien sûr, mais on est une petite filière quand vous nous comparez aux grandes cultures, à l'élevage. Enfin évidemment, en termes d'agriculture, on est une petite filière. En termes de transformateurs, distilleries, ben voilà, une centaine d'unités dans le sud-est, évidemment, c'est pas beaucoup. Par contre, on a, je dirais, une notoriété et une image qui est extraordinaire parce que le Champ de Lavande, ça fait partie des 3-4 cartes postales de la France avec la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel. Donc on a une petite filière, peut-être en termes de poids économique, encore que, parce que sur le poids économique, si vous raisonnez sur ce que va vraiment induire la lavande, si vous prenez un exemple, le miel de lavande, c'est pratiquement déjà 2 fois le chiffre d'affaires de l'huile essentielle et des fleurs de lavande. C'est-à-dire le produit dérivé fait déjà 2 fois plus de chiffre d'affaires que la matière première dont il est issu. Et après, si vous prenez le produit touristique, là on est carrément sur pratiquement 200 fois le produit de base. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier. Cette lavande en Provence, alors on prend lavande en termes génériques sur lavande, lavandin, et puis généralement même on associe avec les plantes aromatiques. Mais c'est vrai qu'on a une image dans le monde. Moi j'ai la chance de voyager quand même assez régulièrement, et c'est vrai que partout dans le monde, Provence, lavande, c'est des mots magiques. Vous dites ça et tout de suite les gens sourient. Et, vous apportez le soleil. Oui, il y a une image. Il y a une magie, il y a un imaginaire en fait, et je pense que ça, c'est aussi évidemment dû à 2 aspects de la lavande qui sont, pour moi, vraiment, c'est 2 points forts. C'est que la lavande, alors premièrement, c'est un paysage extraordinaire. C'est-à-dire que quand on est devant des champs de lavande en fleurs, on a juste envie de s'arrêter, de regarder, de profiter. Et ensuite, donc là, c'est vraiment le visuel, et Dieu sait qu'on est dans un monde d'image aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment le visuel qui est interpellé. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est le parfum. Et le parfum, il va immédiatement parler à vos émotions. Et moi, c'est vrai que j'accueille des clients, j'ai des amis, tous les gens que je vais emmener voir des champs de lavande quand on est au moment de la floraison, vous les revoyez 5 ans après, 10 ans après, ils ont toujours ce souvenir, enfin ils revivent le moment et ils gardent comme ça une mémoire extrêmement vive de cette émotion qu'ils ont ressentie. Et je crois vraiment que c'est aussi ça qui fait la force de cette plante, c'est ce pouvoir qu'elle a de vraiment déclencher de l'émotion. Alors vous qui travaillez tous les jours dans vous et votre équipe qui travaillez tous les jours dans cet endroit où justement l'odeur de la lavande est permanente, qu'est-ce que vous ressentez de différent par exemple? Moi, la lavande, c'est chez moi, quoi. C'est devenu mon univers. Mais bon, je suis sûrement un peu, comment dirais-je, déformé par mon métier depuis 20 ans. Mais la lavande est devenue ma compagne de tous les jours. C'est vraiment l'univers dans lequel je gravite. Et c'est un parfum que j'adore, que j'aime redécouvrir à longueur de temps. Parce qu'en plus, bon, quand on rentre plus dans le métier, dans la technique, on a quand même des qualités différentes, des variétés différentes, donc il y a des parfums différents. Vous avez certaines lavandes qui vont plus avoir une note un peu terreuse, un petit peu champignon, sous-bois, d'autres qui sont au contraire extrêmement fleuries. Donc voilà, donc moi à titre personnel, je ne m'en lasse pas, je dirais presque au contraire. C'est vraiment un parfum que j'aime de plus en plus et que j'essaye. Vous sentez encore l'odeur ? Ah oui, c'est important, hein. Si je sens plus, je ne peux plus faire mon métier. Ce que me demandent mes clients, si vous voulez, alors parlons, enfin si, ils me le demandent aussi au niveau de la distillerie, au niveau de la boutique. Les gens qui viennent ici pour acheter leurs huiles essentielles nous demandent d'avoir une bonne expertise sur les huiles essentielles qu'on va leur vendre en lavande. Mais bon, j'ai la chance de travailler avec un grand parfumeur, avec des grandes marques de cosmétiques. Et ces gens-là, ce qu'ils vont me demander justement, c'est de leur apporter des lavandes qui soient de belles lavandes. Et donc, il faut que j'ai mon nez et qu'il soit entraîné justement pour être capable de bien reconnaître les différentes nuances et de leur proposer les parfums en fait qu'ils ont envie d'avoir sur la lavande. Et comment vous le travaillez alors ?
C'est bête et méchant, c'est de la répétition. Hein. D'accord. C'est quand vous le faites tous les jours pendant 20 ans, au bout d'un moment, vous avez construit une forme de référentiel. Hein. Je suis complètement nul quand vous me mettez sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais pas complètement nul, parce que je suis très sensible au niveau du parfum, enfin, quels que soient les parfums, des odeurs, parce que ça me plaît, en fait. Donc je suis, évidemment, si je bois du vin, je le sens avant, mais même mes spaghettis, je les sens, quoi. Enfin, après, il y a aussi un petit côté où on s'aperçoit finalement que le fait de sentir, notamment ce qu'on mange, c'est très intéressant. C'est une première détection. Sachant qu'ensuite, le goût, de toute façon, le goût, c'est 80% d'olfaction. Donc, si vous voulez, on y revient. Donc voilà, mais moi, je suis sûrement un peu, comment dirais-je, je sais pas, oui, je disais déformé, parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant, quoi, de tout renifler. Des fois, c'est vrai que quand je me balade, je suis capable de me mettre à quatre pattes pour aller sentir un truc, quoi. Mais bon, bon, c'est comme ça. Vous l'acceptez, vous l'assumez. Oh, mais oui, avec grand plaisir. Et même, moi, je considère que j'ai un métier, j'ai une vie un peu privilégiée, honnêtement. Voilà, c'est. Alors après, comme tout le monde, hein, quand vous gérez votre petite entreprise, il y a des soucis, il y a des problèmes, mais il y a quand même cette chance, quoi, d'être dans cet univers. Et ça, faut l'apprécier, sinon ça serait dommage. Alors, est-ce que cet univers a des teints sur votre mode de vie? Oh, sûrement, oui. On va dire dans la prise de conscience sur l'alimentation, par exemple, sur le soin de soi. Oui, mais bon, je suis super gourmand et je n'ai pas encore réussi à bien autoréguler ça. Donc, oui. Surtout qu'on peut trouver des glaces aussi à la lavande, j'imagine. Exactement. En plus, j'ai le vice de travailler, d'aimer travailler sur du développement, sur des produits comme les glaces, le chocolat, le nougat, voilà, enfin bref. Ça aide pas. C'est la gourmandise. Et en plus, je me dis, c'est ton job quand même, donc il faut le faire. Mais oui, ça influence. Forcément, quand vous travaillez avec, je vais dire dans mes clients, j'ai des gens qui sont vraiment dans tout ce qui est la phytothérapie, l'aromathérapie, donc des gens qui ont un regard là-dessus. Et j'ai démarré avec eux il y a 20 ans, donc j'étais encore cette semaine avec des pharmaciens, donc forcément, l'aspect santé, si vous voulez, vous l'avez. Après, malheureusement dans la vie, enfin, en même temps, je ne suis pas non plus, ça va, mais bon, j'aimerais arriver à plus réguler peut-être certains aspects dans ma personnalité, mais bon, pour le moment, oui, je suis un bon vivant, je suis un épicurien, donc voilà, ça se voit un petit peu, mais ça aussi, je l'assume, parce que je pense qu'il vaut mieux vivre sa vie, en profiter, bon, en étant raisonnable quand même, hein, je ne pousse pas à la débauche, mais vivre sa vie, la vivre pleinement, et puis on verra après, quoi, voilà. Alors, quelles sont les étapes, peut-être plus techniques, d'une distillerie? C'est-à-dire que quand commencez-vous la vraie activité de la saison? Alors pour des raisons techniques, la distillerie, on arrête pendant l'hiver, c'est-à-dire en gros on s'arrête fin octobre ou plus tard, avant qu'il fasse vraiment froid, et puis on va redémarrer là, alors ça peut être mi-avril ou fin avril, début mai, parce qu'on traite des plantes fraîches, donc les premières plantes fraîches qui vont arriver, ça va être début mai des thym, à partir généralement du 8-10 mai, mais on peut traiter aussi au mois d'avril des plantes sèches, donc des plantes qu'on a gardées en fait de l'année précédente, parce que nous commercialisons des huiles essentielles, mais nous commercialisons aussi des eaux florales, c'est-à-dire quand vous distillez en fait, vous utilisez de l'eau sous sa forme gazeuse, donc c'est de la vapeur. Cette vapeur va alors extraire de la plante en faisant éclater des micro-poches. Hein, quand vous prenez de la fleur de lavande, vous l'écrasez dans vos doigts, vous avez le parfum sur les doigts, c'est simplement parce que vous avez écrasé des micro-poches d'huile essentielle et que l'huile s'est relâchée et vous l'avez sur les doigts. Là, ce qu'on va essayer avec la vapeur d'eau, et non seulement on essaye, mais on y arrive, c'est de faire éclater ces poches, et une fois que l'huile a été relarguée, en fait la vapeur l'entraîne. C'est pour ça qu'on parle souvent d'entraînement à la vapeur d'eau. Et donc une fois que cette vapeur a entraîné cette huile essentielle, on est en phase gazeuse, et là on va refroidir, on va condenser cette phase gazeuse pour obtenir un liquide, où là en fait par simple décantation, on aura la partie huileuse qui va flotter sur la partie aqueuse, donc l'huile sur l'eau, parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas et que l'huile est plus légère que l'eau. Et là, on peut séparer et récupérer les deux phases. Alors, ce qui est plus connu, c'est le travail qu'on réalise sur les huiles essentielles, mais depuis maintenant une dizaine d'années, avec le développement de la cosmétique bio, on y revient, si vous, dans un cosmétique, bon an, mal an, vous allez trouver
10, 15, 20, 30% d'eau selon la formule dont on parle. Et en fait, cette eau, si vous mettez de l'eau pure, je dirais, vous ne pouvez pas la certifier bio. Ça peut paraître un petit peu bizarre que l'eau ne soit pas bio, même si elle est purifiée. Mais en fait, un ingrédient pour qu'il ait le label bio, il doit être issu de l'agriculture. On y revient. Donc l'eau, c'est pas possible, mais par contre l'eau distillée, l'eau de la distillation de la lavande, ce qu'on va appeler l'hydrolat, l'eau florale de lavande, en bio, elle va être utilisée pour de la cosmétique. Et ça a permis, ce développement-là, ça a permis, si vous voulez, de valoriser aussi un coproduit de la distillation, en dehors de l'huile essentielle, qui est l'eau florale. Donc il nous arrive de travailler, on a certains clients, pour certaines plantes, on va travailler uniquement pour produire de l'eau, pour leur cosmétique. La partie huileuse, je dirais, elle est presque accessoire. Voilà. Alors vous parlez de bio, ça me permet de rebondir sur ce concept-là. Vous êtes venu facilement à cette agriculture biologique, parce que c'est vrai que ça a quand même mis un peu de temps à être intégré au sein du public, au sein de la population. Il a fallu un peu de temps aussi pour s'habituer à cette façon de travailler, à cette façon de respecter l'environnement aussi. Comment cela est-il venu à vous au sein de votre entreprise, votre distillerie? Je pense que d'un point de vue personnel, j'ai toujours été attentif à la façon, évidemment, d'abord dont on se nourrit. Alors c'est vrai que nous on a la chance quand même en vivant ici d'avoir accès à des produits de très grande qualité, même s'ils ne sont pas labellisés bio. Après j'y suis venu honnêtement par pragmatisme, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné j'avais d'un côté des producteurs qui avaient cette philosophie, qui avaient cette envie de travailler comme ça, c'est-à-dire de ne plus utiliser de produits de synthèse, d'être sur un côté plus naturel, un côté... Et puis de l'autre côté j'avais des clients. Voilà, qui voulaient ce type de produit. Donc moi, c'est mon métier d'ailleurs. Mon métier en tant que distillateur, négociant, c'est d'être l'interface entre le marché et la production. Voilà. De mettre le lien entre ces deux univers qui ont des codes complètement différents, ont besoin les uns des autres, et en bio ont encore un peu plus besoin des uns des autres. Si vous voulez, quand vous travaillez sur le marché, je dirais du conventionnel, en opposition au marché bio, à un moment donné, quelqu'un qui a besoin d'un parfum à la lavande, si la récolte de lavande a été mauvaise ou je ne sais pas quoi, on peut toujours lui fabriquer, alors pas moi, c'est pas mon métier, mais il y a plein de sociétés qui font ça très bien, on peut toujours lui fabriquer un produit qui sentira la lavande, mais dans lequel il y aura peut-être 80% de produits de synthèse. Et ça, ça apporte une solution, si vous voulez, au formulateur qui a besoin d'une certaine quantité pour faire ses produits. En bio, on n'a pas cette souplesse-là, si vous voulez, on n'a pas cet amortisseur. Un produit bio, vous n'allez pas commencer à rajouter de la synthèse dedans. Donc en bio, vous êtes obligé d'être... Le rapport de force, si vous voulez, entre donc, le marché et la production, il est un peu plus équilibré dans la mesure où on a vraiment besoin les uns des autres. Et donc on arrive à plus travailler peut-être de manière contractualisée, sur des prix où la marge du producteur est quand même peut-être un peu plus prise en compte. Bon, après, depuis une dizaine d'années, c'est vrai qu'on vit une évolution dans le monde, hein, du besoin des matières premières naturelles qui est telle que, honnêtement, aujourd'hui, selon les produits dont on parle, c'est vrai que la différence entre le conventionnel et le bio n'est pas si importante que ça. Et vous pensez aussi que c'est vraiment approprié à votre activité? Parce que c'est vrai que la lavande, c'est quand même, ça a une consonance déjà beaucoup plus particulière au naturel, au bio, que d'autres produits qui ont tendance à s'y mettre beaucoup plus tardivement. Oui, parce que ce n'est pas le même marché, ce n'est pas la même cible, ce n'est pas la même... On est d'accord, et aujourd'hui, de toute façon, le bio dans la lavande ou le lavandin, ça représente quelques pourcents, c'est pas la grosse part du marché, bien évidemment. Moi, je pense que là où le bio a, comment vous dire, a trouvé son public, moi, c'est souvent ça l'explication que j'ai donnée. C'est de dire, bon, ce que je vous disais il y a 3 minutes, nous ici, parce que vous connaissez les gens, même si ce n'est pas bio, vous allez acheter vos tomates, vous allez acheter vos haricots verts et tout, parce que vous les connaissez, vous leur faites confiance sur le fait qu'ils n'ont pas mis 3 tonnes de produits avant de vous les donner pour les manger. Bon. Mais vous êtes parisien, enfin vous vivez à Paris, vous vivez à Lyon, vous vivez, et la plupart des gens aujourd'hui vivent dans ces grandes villes.
Comment vous faites votre traçabilité? Ouais, ok, vous êtes pote avec l'épicier, vous allez lui faire confiance. Mais il y a un moment donné où le bio, il est allé chercher ses consommateurs finalement urbains, parce qu'au moins sur la boîte, sur le paquet, sur le flacon, à un moment donné, ils se disent, bon, il y a eu un suivi, une certification, je sais ce que j'achète déjà. Ça paraît, comment vous dire, et puis ça, selon les pays, sur les huiles essentielles, je vais dénoncer personne, mais si vous traversez ou la Manche ou l'océan Atlantique, dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, si vous n'achetez pas une huile essentielle bio, je ne serais pas complètement sûr qu'elle soit complètement pure et aussi naturelle que ce que le dit le packaging. Donc voilà, le bio, il a cet intérêt-là, à un moment donné. Le bio, c'est une obligation de moyens et pas de résultat. N'empêche que quand même, ça vous raconte une histoire sur un produit et ça vous garantit un parcours que le produit a effectué avec un certain nombre de contrôles. Et pour vivre la certification bio depuis donc une vingtaine d'années, en France, on a un système qui est quand même, je ne dis pas que quand on veut frauder, on arrive toujours à frauder, hein, ça fait partie de l'esprit humain, mais en France, on a quand même une certification qui est très efficace et qui apporte vraiment une garantie aux consommateurs. Merci beaucoup Philippe Sauguel pour toutes ces explications qui ont permis d'ouvrir les papilles, d'ouvrir la sensibilité des odeurs surtout. Et merci pour cet accueil. Je vous en prie, le but c'était d'éveiller vos sens. Voilà. Merci. Merci à vous.